Voilà, donc on va continuer sur la partie ventilation pour cette conférence grand circuit sur la copropriété. Et on va parler de ventilation, les enjeux de la ventilation dans un projet de rénovation. Alors, Patrick Fraisse va me rejoindre tout de suite pour VTI. Bonjour Patrick, viens avec moi. Voilà, je vais te donner un micro. Bonjour Xavier. Voilà, merci. Bonjour. Merci Patrick. Donc, je crois que tu vas aborder les différentes solutions par type de bâtiment, parce que ça va être le thématique qu'on va aborder sur tout le long de l'année. On va parler grands ensembles, immeubles anciens, immeubles de grande hauteur, et tu vas nous faire un état des lieux de ces différentes solutions. Tout à fait, oui. Voilà, c'est bien ça. Alors, il y a un quiz, on est habitué toujours à notre quiz et également à la présentation de la société, mais je suis à côté de toi quand il y a le quiz. Hein. D'accord. Alors, première question du quiz. Quel est le poste de travaux le moins coûteux d'une rénovation énergétique? Vous avez le choix entre trois réponses. Le changement de fenêtre, la rénovation du système de ventilation ou l'isolation thermique par l'extérieur. Voilà, donc on va laisser le temps 5 minutes 5 secondes au public pour voter. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Et puis on va présenter peut-être le résultat alors du coup de ce quiz. Alors Patrick, donc la réponse c'est la réponse B, c'est ça? Tout à fait, oui. Et le public a bien répondu. C'est bien la rénovation du système de ventilation qui pèse environ entre 1 et 10% d'une enveloppe globale de travaux. L'enveloppe qu'on retient en général hein, pour des bâtiments construits avant 1982, c'est entre 1 000 € hors taxe et 2 500 € hors taxe environ par logement. Et ceci avant prise en compte des financements, hein, certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov', etc. et les aides locales qui peuvent exister ici et là en France. Voilà, et puis on a ensuite différentes solutions dont je vais parler plus précisément ensuite. Deuxième question, quels sont les risques liés à un défaut de ventilation? Vous pouvez répondre utiliser plusieurs réponses. La première, c'est le risque sanitaire. La seconde, c'est la dégradation du logement. Et la dernière, c'est la baisse de concentration et de productivité. Voilà, donc allez, on va laisser 5 secondes au public. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, et on va présenter donc la réponse. Alors, nous avons trois conséquences liées à un défaut de ventilation. Le premier, c'est le risque sanitaire, qui peut être très important. Hein. J'en parlerai tout à l'heure au niveau du nombre de morts par an qui dépasse les 20 000 cas. On a à peu près un tiers de cardiopathie, un dixième environ parmi ces décès qui représentent des cancers du poumon et un certain nombre aussi d'AVC. Je crois que ça représente aussi un tiers des décès. Le défaut de ventilation, ça va s'attaquer aussi au logement lui-même. Hein. C'est la matérialisation du défaut de ventilation avec l'apparition de moisissures liées à la condensation. Et puis, ça va aussi se traduire par une dégradation des peintures, des papiers peints dans les logements. Et après, ce qu'on sait un peu moins, hein, c'est un fait un peu moins évident pour le grand public, c'est qu'il y a un des polluants qui est le dioxyde de carbone, le CO2, qui au-delà d'un certain seuil, on retient en général 1000 ppm, entraîne en fait une baisse de concentration, une baisse de productivité. Donc c'est d'autant plus important dans les bureaux ou en cas de télétravail. Voilà, on note qu'on a des difficultés à se concentrer, des capacités cognitives qui déclinent avec le niveau de CO2, donc on appelle niveau de confinement d'ailleurs. Et voilà, donc on prend aussi de moins bonnes décisions dès lors que le CO2 augmente. Je vais vous présenter maintenant VTI, donc je reviendrai sur les questions de qualité d'air juste après. Donc VTI est une entreprise familiale créée en 1983, inventrice de la solution statomécanique, une solution pour l'évacuation des gaz brûlés. Nous commercialisons un peu plus de 20 solutions de ventilation pour traiter vraiment l'ensemble des configurations que l'on rencontre pour tous les bâtiments construits avant 1982.
Plus de 1200 entreprises font confiance à nous, des entreprises installatrices. On a ensuite un plus grand nombre de partenaires, que ce soit des bureaux d'études, des architectes, des maîtres d'ouvrage qui nous font confiance, mais on a vraiment 1200 entreprises installatrices de nos solutions partout en France. Nous avons commercialisé environ 2 millions d'extracteurs depuis 1983, et ce, grâce à une conception interne, des brevets qui ont été développés par notre bureau d'études, ce qui nous permet de nous adapter en permanence en fait, aux contraintes des bâtiments que l'on rencontre, aux attentes des utilisateurs, des maîtres d'ouvrage, et aux différentes aussi réglementations, même si, j'en parlerai tout à l'heure, elle a très peu évolué depuis 1982. Et voilà, VTI est surtout présent en France et un tout petit peu en Europe. Nos engagements sont ceux qui s'affichent, la protection du bâtiment, par un renouvellement important qui évite les risques de condensation, apporter un confort olfactif, dès lors que l'on traite les défauts de ventilation, en fait, les odeurs stagnent moins, les polluants sont évacués, un air de qualité à moindre coût énergétique, grâce notamment à la solution hygroréglable, des solutions silencieuses, puisque on associe souvent le bruit à la VMC. On a à cœur, en tout cas chez VTI, de concevoir des solutions qui soient d'un point de vue acoustique confortables et qui n'entraînent pas de stress supplémentaire. Bien sûr, toutes nos solutions répondent à une démarche éco-responsable, donc on recherche la sobriété environnementale à toutes les étapes, dans la conception, dans la motorisation, dans la conception des ventilateurs, dans la conception des parties électroniques également. Voilà les engagements de VTI. Ces engagements se résument par cette raison d'être, garantir une qualité d'air intérieur optimale aux copropriétaires et locataires, préserver leur santé et leur habitat en concevant des solutions de ventilation performantes et connectées à moindre coût énergétique et environnemental. Donc voilà, tout est résumé, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Alors, quelles sont les conséquences précises, matérielles d'un défaut de ventilation ? À gauche de l'écran, vous pouvez lire certains chiffres assez éloquents. Entre 14 000 et 20 000 décès par an, selon les estimations les plus favorables, puisqu'on peut aller jusqu'à 40 ou 60 000 décès en fonction d'autres estimations, d'autres études. Donc c'est assez colossal. Un impact aussi financier pour la collectivité nationale qui est de 19 milliards d'euros, un coût direct et indirect, prise en charge de maladies, arrêt de travail, etc. On voit sur la partie droite de l'écran un logement qui serait mis sous cloche. Et bien dans ce logement qui serait mis sous cloche, en fait, on aurait un certain nombre de polluants qui se développeraient, qui monteraient en concentration. On a les formaldéhydes qui sont cancérigènes. On a le benzène qui peut être cancérigène. On a le niveau de CO2 dont on a parlé tout à l'heure qui agit directement sur le niveau de performance intellectuelle et sur le niveau de fatigue. On a les acariens qui vont se développer avec un taux d'humidité important dans le logement, l'humidité elle-même du coup, les odeurs. On a un polluant qui est très dangereux, c'est le monoxyde de carbone, puisque une exposition de courte durée à un niveau assez élevé peut entraîner ni plus ni moins qu'un décès rapide. Voilà, donc tout ça sort en fait d'études qui ont été réalisées par l'Observatoire de la qualité d'air intérieur depuis sa création en 1999. Il y a notamment une campagne qui a été faite entre 2003 et 2005 sur 24 millions de logements. Et de cette étude ressort que 90% des logements étudiés sur ces 24 millions présentent des composés organiques volatiles en quantité assez considérable, et 10% de ces logements ont été estimés comme étant vraiment surpollués. N'oublions pas non plus les virus, et notamment le Covid-19, qui a mis l'accent sur les défauts de ventilation et le risque de contamination accrue, dès lors que les niveaux de CO2 étaient importants, et ces niveaux de CO2, ils sont notamment indicateurs d'un défaut de ventilation. Alors, le principe de base d'un système de ventilation, c'est le principe de ventilation générale et permanente. Ce principe-là, il a été édicté en mars 1982, le 24 pour être plus précis. Donc, ce principe-là, il repose sur l'installation d'entrée d'air neuf, donc de l'air qui vient de l'extérieur. Alors,
un certain niveau de pollution, cet air neuf, là on ne parle pas de ça, mais juste de l'arrivée d'air neuf. Donc cet air neuf entre par les pièces principales, pièces dites sèches, le salon, les chambres, etc. Il vient circuler grâce au passage que l'on aménage sous les portes, hein, on appelle ça le détalonnage, et il est extrait ensuite dans les pièces humides qu'on équipe de bouches d'extraction, cuisine, salle de bain, toilettes, et éventuellement celliers ou autres salles d'eau dans des logements qui sont un peu plus grands. Donc voilà, ça c'est le principe vraiment de base d'un système de ventilation qu'on appelle simple flux. Et on se doit, enfin tout installateur se doit de respecter ce principe dès lors qu'il intervient dans une résidence. Alors on va traiter un premier cas de bâtiment, les bâtiments les plus anciens. Alors je les ai arrêtés en 1930, mais on aurait pu aller un peu plus loin jusqu'à 1948. Ils représentent une bonne partie des bâtiments parisiens. Ces bâtiments-là sont les plus complexes puisqu'étant les plus anciens. L'historique est souvent mal maîtrisé, on dispose de plans pas toujours à jour, si on en dispose, puisque parfois les plans ont pu être perdus. Il y a pu y avoir des restructurations fréquentes de logements dans ces bâtiments, voire parfois des fusions de logements. Ils sont équipés de conduits individuels qui ont été plus tard remplacés par les conduits shunt. Ces conduits individuels, ils sont plus nombreux, plus anciens, dans un état de fonctionnement plus ou moins bon. Ils sont plus difficiles à repérer, donc l'accès est plus difficile aussi en toiture et les contraintes sont plus nombreuses pour ces bâtiments-là. On a une contrainte esthétique, hein, puisqu'on est en cœur de ville, de ville historique. Les combles sont souvent aménagés, donc ça limite les possibilités d'installation de solutions dans les bâtiments. Et voilà, on a parlé ensuite de structures plutôt complexes. Alors pour ces bâtiments-là, il faut entreprendre un peu comme tous les bâtiments qu'on va étudier, mais qu'on va évoquer, mais à un niveau un peu plus poussé. Plusieurs démarches, hein. La cartographie des appartements, très précise, surtout si on n'a plus de plan ou si on a conscience que si on sait que des logements ont été un peu modifiés. On va devoir cartographier, recenser les modes de production d'eau chaude sanitaire. Il va falloir être très vigilant sur la présence d'appareils à tirage naturel de type chaudière, chauffe-eau, chauffe-bain. Et il va falloir ensuite, en raison de la présence de conduits individuels, repérer et inspecter les conduits de manière exhaustive. Pour les bâtiments des 30 Glorieuses, c'est un peu plus simple. Ils ont une structure beaucoup plus basique, en fait, avec des structures, des logements des structures très répétitives d'un étage à un autre. Ce sont des bâtiments qui ont été construits beaucoup plus rapidement. Ces conduits-là sont équipés de conduits shunt qui ont une structure plus simple, qui sont moins nombreux, on en retrouve beaucoup moins en terrasse. Donc ils sont beaucoup plus simples à étudier, ils sont moins anciens. L'accès est souvent beaucoup plus simple et sécurisé en toiture pour faire le diagnostic. Donc je dirais qu'ils méritent un diagnostic poussé, mais c'est déjà un tout petit peu plus simple. Alors VTI fait partie de 3 organisations professionnelles. La première, c'est l'Association française de la ventilation qui a été créée il y a 1 an. Son objectif, c'est de promouvoir la thématique de la qualité de l'air intérieur à travers un travail sur la réglementation, puisqu'il y a un groupe de travail qui est dédié à cette problématique-là. Un autre groupe de travail concerne la réglementation, la formation, puisqu'il n'existe pas à proprement parler de formation spécifique ventilation en France. Et le 3e volet, c'est comment assurer une maintenance des équipements de ventilation de manière optimale pour favoriser leur durée de vie et leur performance tout au long de leur existence. VTI fait aussi partie d'Uniclimat, donc qui rassemble tous les fabricants en France, en tout cas qui ont choisi d'adhérer à ce syndicat qui est majoritaire d'équipements de génie climatique. Là aussi, Uniclimat participe à toutes les réflexions qui sont menées actuellement par le ministère du Logement sur l'évolution de la réglementation et la prise en compte de la qualité de l'air intérieur, puisque la réglementation aujourd'hui date de 1982 et les études montrent que la réglementation nécessiterait une évolution. Donc c'est en cours et ça devrait donner lieu d'ici quelques années à une nouvelle réglementation.
VTI fait aussi partie de l'AVEMS. Donc l'AVEMS promeut la ventilation hybride depuis la fin des années 90. Donc VTI est membre fondateur de cette association qui promeut les vertus de la ventilation hybride en rénovation énergétique de logements. Alors parlons des conduits individuels dont j'ai pu parler tout à l'heure pour les bâtiments très anciens, bâtiments haussmanniens, bâtiments empire, habitat bon marché. Donc ces conduits-là, ils ont une structure plutôt simple. C'est juste qu'ils sont plus nombreux dans un bâtiment collectif. On va compter un conduit par pièce humide, par logement. Donc on se retrouve facilement avec une forêt comme ça sur un toit de conduits individuels. Et si on n'a pas l'expertise nécessaire et si on ne prend pas le temps de les identifier, ça peut donner des résultats assez défavorables en fin de travaux. Donc ça mérite d'y passer du temps en période d'évaluation, d'audit. Donc ces conduits-là, de par leur nature, ce sont des conduits maçonnés, ils ont un niveau de pression admissible qui ne doit pas dépasser 50 pascal. J'en parlerai tout à l'heure, VTI ne conçoit que des solutions de ventilation basse pression. Ces systèmes-là ne dépassent pas 50 pascal, ils sont conçus pour équiper ces bâtiments-là. À partir des années 50, une société qui s'appelait Shunt, une société parisienne, a inventé le conduit du même nom, conduit Shunt. C'est un conduit collectif qui a apporté pas mal d'avantages à sa sortie. Il était beaucoup plus rapide à ériger, puisqu'au lieu d'ériger pour un immeuble de 5 niveaux, 5 fois 3 conduits individuels, on érigeait 3 conduits collectifs. Les boisseaux étaient plus faciles et plus rapides à monter. Il fonctionne à tirage naturel, il y a une structure incendie intégrée. Il atténue aussi la transmission de bruit d'un étage à un autre. Et donc, son avantage aussi, c'est qu'il avait un faible encombrement dans les logements. Donc, on arrivait comme ça à augmenter de quelques mètres carrés la surface habitable d'un logement. Donc, c'était vraiment très intéressant à l'époque. Et on en retrouve un très très grand nombre. En Île-de-France, on le retrouve en très grand nombre. Donc, même niveau de pression, 50 pascal, on doit rester sur de la ventilation basse pression. Alors il est important, comme je l'ai dit, de pouvoir faire un diagnostic global de la ventilation avant de démarrer tous travaux. VTI milite pour la prise en charge de ce diagnostic ou sa réalisation le plus tôt possible dans la démarche de travaux. Donc dès la phase avant-projet, il est très important de mener à bien ce diagnostic-là. Alors ça passe par une inspection visuelle des conduits, une partie extérieure où on va aller sur le toit, on va observer les conduits, déterminer leur nature. Est-ce que ce sont des conduits individuels, des conduits shunt, des conduits de VMC, des conduits métalliques? Ensuite, il va falloir contrôler la vacuité des conduits. La vacuité des conduits, ça veut dire déterminer s'ils sont vides ou non, s'assurer qu'il n'y a pas de présence d'obstacles, de parties encombrantes dans les conduits, comme on le voit sur la partie en bas à droite, où là on retrouve des nids, on peut retrouver des choses assez étonnantes parfois dans les conduits, puisque il y a plusieurs décennies qui se sont écoulées depuis leur montage. Il va falloir s'assurer aussi qu'ils sont intègres, aptes à fonctionner en tirage naturel et en tirage mécanique. Donc là, on va s'assurer que, contrairement à la première photo que l'on voit à droite, il n'y a pas de trou, de percement qui a été réalisé ou de modification substantielle du conduit. On va également s'assurer que les pieds de conduit sont obturés pour assurer un bon tirage à tous les niveaux. Donc ça passe par une inspection vidéo qui est réalisée par une caméra. Tout bon installateur, tout spécialiste de la ventilation se doit de posséder cette caméra-là pour démarrer un audit. Alors cette inspection vidéo, l'inspection visuelle en général donne lieu à un rapport. Ce rapport, il comprend un plan de repérage, comme vous le voyez en bas à gauche, avec une numérotation des conduits. Éventuellement une couleur pour indiquer s'ils desservent des salles de bain, des cuisines, des celliers, etc. ou toute autre pièce. Une numérotation, et cette numérotation va ensuite être reportée dans un tableau. Ce tableau, il va aussi inclure les numérotations, les logements qui sont concernés, les pièces desservies et les hauteurs de conduits qui ont pu être mesurées.
et les sections des conduits et éventuellement les obstacles qui ont pu être, les défauts qui ont pu être décelés pendant l'inspection visuelle des conduits, l'inspection vidéo. Donc ça, voilà, ça c'est un document indispensable dans la partie diagnostic. En fin de travaux, il est très important pour s'assurer que la qualité d'air sera intéressante, ou en tout cas escomptée, conforme à ce qui est escompté par les avis techniques. Il va falloir contrôler, alors c'est soit le fabricant qui s'en charge, qui est missionné directement par l'installateur, soit l'installateur lui-même qui contrôle ces différents éléments. On va avoir une mesure de débit qu'on va faire surtout en ventilation autoréglable avec un débitmètre, hein, c'est ce qu'on voit sur l'image de gauche. Donc là, on vient placer un débitmètre sur la bouche d'extraction et on va s'assurer que les débits sont conformes à l'arrêté du 24 mars 82 qui fait foi aujourd'hui. On peut sinon mesurer, notamment pour la ventilation hygroréglable, des dépressions dont on va ensuite pouvoir extrapoler des débits. Et ensuite, on vient s'assurer que les notices d'installation du constructeur, du fabricant ont bien été respectées, notamment en termes de section de câbles, de positionnement des bouches, de type d'entrée d'air, de paramétrage aussi de l'unité de ventilation. On vient s'assurer que tous les points ont bien été respectés par l'installateur. À la suite de quoi, nous remettons un rapport de mise en service qui ensuite est remis aux différents protagonistes du chantier et qui déclenche ensuite la période de garantie des constructeurs. Pour les copropriétés qui sont postérieures à 1982, là les solutions sont simples, hein, puisque les copropriétés sont déjà équipées de systèmes de VMC qu'on appelle haute pression, système de VMC classique, et la rénovation va consister à remplacer les caissons, à s'assurer que les conduits existants sont toujours en bon état, qu'ils ne sont pas rouillés, percés, déboîtés, que l'étanchéité des réseaux est bonne, que les sections de conduits sont toujours compatibles avec les débits, que tout a été bien dimensionné, et donc on va comme ça contrôler les différents points depuis l'entrée d'air jusqu'à l'extraction et la partie extérieure en toiture. Donc là, ce sont les bâtiments les plus simples à traiter. Alors VTI commercialise 3 grandes solutions de ventilation. La première, c'est la solution de ventilation mécanique basse pression. Contrairement à la diapositive précédente, on est là sur des caissons de VMC qui ont une régulation en pression et dont la dépression engendrée va épouser les plages de pression admissibles par les conduits shunt et les conduits individuels. On voit une installation ici à Issy-les-Moulineaux sur 123 logements, un dossier qui a fait l'objet d'un accompagnement de l'Agence parisienne du climat et voilà, qui a donné lieu à l'installation du système Voltaire Evolution en version hygroréglable de type A, une solution sous avis technique, donc qui ne dépasse pas 50 pascal et qui est éligible au certificat d'économie d'énergie. Voilà, c'est une solution très intéressante pour la copropriété. Une autre solution de ventilation mécanique basse pression qui est commercialisée depuis mars 2022 par VTI, c'est une conception plus verticale de la ventilation, mais le principe est le même. Maximum 50 pascal, une régulation avec des capteurs de pression qui vont mesurer en permanence les besoins du bâtiment et ajuster en continu la vitesse de rotation aux besoins du bâtiment pour minimiser les consommations électriques, les déperditions énergétiques, les nuisances sonores. Elles sont très faibles, on est sur un confort vraiment absolu avec 26 décibels à 400 tours minute, c'est très très faible. On l'entend à peine à proximité de l'extracteur, donc en logement c'est d'autant plus atténué, c'est vraiment très silencieux. Cette solution-là, elle permet de dépasser de 8 fois les exigences en termes de performance énergétique de la réglementation française, notamment de la RT 2005. La dernière solution, et non des moindres, c'est la ventilation hybride et la solution pour extraction des gaz brûlés. Les deux solutions ont un principe à peu près similaire. Elles tirent profit des forces naturelles de ventilation, donc on en distingue deux. Le tirage thermique qui va consister en une différence de température entre l'extérieur du bâtiment et l'intérieur. Cette différence de température se traduit par un tirage naturel. Plus les températures extérieures sont faibles, plus le tirage naturel éolien va être important. Et le tirage éolien, donc c'est la pression qui va être exercée par le vent
sur les façades et sur les extracteurs hybrides qui sont équipés de cônes à effet Venturi pour améliorer, pour accentuer cet effet du vent. Et donc, grâce à ces forces naturelles de ventilation, l'extracteur va pouvoir un tiers de l'année environ fonctionner en mode purement naturel, c'est-à-dire sans aucune consommation électrique. Donc c'est quand même appréciable aujourd'hui avec les économies d'énergie qui doivent être atteintes. Voilà, systèmes qui sont éligibles au certificat d'économie d'énergie puisque dotés d'avis techniques. Voilà, vous pouvez me contacter pour toute question par email ou sur LinkedIn ou contacter notre siège directement au téléphone via notre standard. Je laisse à votre disposition également des brochures directement accessibles sur la diapositive. Voilà, merci Patrick Fraisse pour cette présentation. Alors moi j'avais quelques questions à te poser sur ce que tu viens de dire. Donc ce que je vois, c'est que finalement la partie diagnostic est hyper importante. Bon, il y en a sur les bâtiments anciens, plus que sur les bâtiments neufs, mais y compris sur les bâtiments neufs récents après 82, mais y compris les bâtiments récents, il faut quand même qu'il y ait une inspection qui soit faite et un diagnostic qui soit réalisé de manière à s'assurer que tout va fonctionner correctement. Oui, tout à fait. Oui. Nous intervenons sur des bâtiments dans lesquels les conduits ont été érigés pour les plus anciens il y a quasiment 2 siècles. Et pour les plus récents, il y a plus aujourd'hui 70 ans. Donc ce sont des conduits qui ont vécu, qui ont pu subir des modifications, qui ont pu être bouchés par des nids d'oiseaux, n'importe quel événement extérieur. Donc il faut pouvoir s'assurer très tôt de la possibilité de les réutiliser tels quels. Oui, et il y avait un autre aspect, on n'en a pas parlé, je n'ai pas vu dans ta présentation, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des ventilations qui sont connectées, c'est-à-dire sur lesquelles on va pouvoir déceler des pannes à distance, parce qu'on voit l'importance de la qualité de l'air intérieur, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir réagir assez rapidement. Oui, tout à fait. Les systèmes de ventilation ont été longtemps dépourvus de cette connectivité. Donc on avait très peu de données en fait en temps réel sur le fonctionnement du système de ventilation. Aujourd'hui, les évolutions technologiques permettent d'installer des capteurs sur les systèmes de ventilation, aujourd'hui uniquement en toiture, et de s'assurer que les caissons, les extracteurs n'ont pas de défaut, et s'ils en ont, d'être alertés le plus tôt possible. L'étape suivante pour tous les fabricants de ventilation, c'est maintenant de connecter l'intérieur des logements qui reste une boîte noire. Nous n'avons pas aujourd'hui de moyens de mesurer que, in situ, dans le logement, la ventilation fonctionne bien en dehors de la période de réception des travaux dont j'ai parlé. Oui, c'est-à-dire que tout au long de la vie du bâtiment, il faut pouvoir s'assurer que ça fonctionne bien. Et ça, je dirais que c'est la prochaine étape sur laquelle travaille VTI, bien entendu, pour les prochaines années. Oui, parce que là, je tire le fil aussi, c'est qu'on installe des systèmes, on les paramètre correctement, mais il faut après que l'utilisateur se serve de la ventilation correctement. C'est-à-dire que, autrement dit, il ne bouge pas les bouches d'aération, il n'obture pas les bouches d'aération, il laisse fonctionner le système correctement. Oui, exactement. S'il veut bénéficier d'un air de qualité, sans odeur, un air qui ne soit pas chargé d'humidité, qui ne soit pas chargé de polluants, dont le monoxyde de carbone, dont j'ai pu parler tout à l'heure, qui est mortel à très courte exposition, il faut absolument éviter de boucher les entrées d'air et les bouches d'extraction. Il faut vraiment favoriser ce renouvellement d'air à tout prix. Oui. Voilà, je crois que le message est passé. Merci beaucoup Patrick pour cette présentation pour VTI. Voilà, merci. Merci beaucoup.